Et salut à tous, ça y est, Modern Day Wild a été implémenté, vous l'avez vu depuis plusieurs jours. Dans cette vidéo, je vous propose un format un petit peu différent. C'est vrai que ces dernières vidéos, j'ai surtout montré mes rewards de fin de saison. C'est cool, hein, c'est bien, mais là, on va essayer de voir les choses un petit peu différemment et de se poser quelques questions sur ce qui se passe en ce moment et ce qui pourrait se passer à l'avenir. Donc, je vais évidemment vous donner mes premières impressions sur Modern Day Wild et on va aussi ensuite se pencher sur les implications sur le plan économique que ça peut avoir au niveau de l'écosystème, puisque Splinterlands, c'est un jeu qui est fun évidemment, sinon on ne serait pas en train d'y jouer, mais c'est aussi un jeu qui est sur la blockchain, et donc il y a un aspect financier. On a tous investi au minimum 10 dollars pour le spellbook, et ensuite, en fonction du budget de chacun, on investit plus ou moins. Évidemment, on s'attend tous à avoir un retour sur investissement, donc c'est toujours intéressant de se demander quelle pourrait être l'évolution dans les semaines et les mois à venir. On va surtout se concentrer sur quelques semaines, hein, dans cette vidéo, pour potentiellement prendre des décisions aussi financières. Donc mes premières impressions, il y a du positif évidemment, il y a aussi quelques surprises. Je n'irai pas jusqu'à dire des points négatifs, mais des choses qui m'ont un peu surpris, je vais vous détailler tout ça. Premier point positif, c'est que, je vais vous montrer sur le post qu'ils avaient publié, c'est qu'effectivement, ils ont divisé les collection requirements par deux, et ils ont aussi proposé, donc voilà, les collection requirements ont été divisés par deux, et maintenant il y a deux pools de rewards. Donc ça, c'est les points positifs, c'est-à-dire c'est ce à quoi on s'attendait, c'était le plus important, le plus intéressant. C'est que maintenant, on va avoir besoin d'investir moins dans le jeu pour monter en ligue. Par exemple, si vous étiez en Silver 2, vous allez pouvoir passer assez facilement en Silver 1, etc. Donc ça permet aussi d'avoir plus de rewards. Donc ça, c'est le premier point, enfin les deux premiers points positifs, c'est les principaux points positifs. Ensuite, il y a eu quelques surprises, pas forcément des points négatifs, mais quelques surprises. La première surprise, c'est que les rewards en DEC, en ce moment, sont beaucoup plus élevés en Modern qu'en Wild. Je vais pas me plaindre, je joue en Modern, je pense que la plupart d'entre vous, vous jouez en Modern, mais c'est assez étonnant, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait moins de joueurs qui jouent en Wild, et comme maintenant il y a deux pools séparés, bah forcément, s'il y a moins de joueurs en Wild, ils devraient avoir beaucoup plus de rewards chacun individuellement. Une des explications, c'est que les bots, et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un vrai problème de bot dans Splinterlands, qui va être réglé d'ailleurs avec les SPS Battle Rewards, mais ça j'en parlerai plutôt dans une prochaine vidéo après le airdrop de SPS. Mais en tout cas, les bots jouent en wild, ils sont codés pour jouer en wild. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques jours, Modern n'existait pas. On pouvait jouer n'importe quelle carte de n'importe quelle édition, et les bots sont habitués comme ça. Donc bah, c'est une surprise qui, encore une fois, moi m'arrange plutôt pas mal, je pense que vous aussi. Mais voilà, je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'y attendais pas, j'avais pas anticipé l'impact des bots, et je pensais pas qu'il était si important que ça. On sait tous qu'il y a des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de bots, mais je m'attendais pas à ça. L'autre surprise, qui est liée en fait, c'est que c'est beaucoup plus compétitif. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais la plupart du temps, forcément, vu qu'on tombe sur des joueurs et plus sur des bots, la plupart du temps, il y a encore des bots, mais beaucoup moins, la plupart des joueurs ont des cartes qui sont quand même plus puissantes, donc c'est assez fréquent en ce moment, même en Silver 3, de tomber face à des adversaires qui ont un summoner niveau 3 ou niveau 4. Moi, sur un de mes comptes secondaires, je suis passé en Silver 3, autant vous dire que je vais jouer en wild pendant au moins quelques jours parce que ça va être beaucoup plus simple. C'est pas possible pour moi. Parce que moi, sur mes comptes secondaires, j'ai uniquement des summoners niveau 2. Donc quand je tombe face à un mec qui a un summoner niveau 3 ou 4, je suis en tout cas désavantagé. C'est pas impossible de gagner, mais c'est un vrai désavantage. Donc ça, c'est la deuxième surprise. La troisième surprise, c'est peut-être l'aspect vraiment négatif à mes yeux, évidemment. C'est rien de dramatique. Mais je ne suis pas en train de FUD, hein, évidemment. C'est pas parce qu'on fait des critiques qu'on FUD ou qu'on ne croit pas au potentiel du jeu. Encore une fois, j'ai investi beaucoup d'argent dans le jeu aussi, plus de 10 000 euros. Donc évidemment, je crois en l'équipe, etc. Donc c'est pas du tout pour FUD le truc. Et simplement, en termes de UI et UX, ils avaient montré des choses qui allaient être implémentées avec Modern et Wild, et pour le moment, ça n'a pas été implémenté. Ça peut être implémenté peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, etc. Mais je m'attendais à ce qu'ils balancent tout maintenant, en fait. Comme ça fait des mois et des mois qu'ils ont de retard, j'ai pas l'impression que coder les collection requirements et les diviser par deux, ça prenne 6 mois. J'ai pas l'impression que faire deux poules de DEC, ça prenne 6 mois. Donc, petite déception quand même, mais encore une fois, je me fais pas de soucis, je suis sûr que ça va arriver dans les prochaines semaines. Si vous savez pas de quoi je parle, sur ces modifications et ces améliorations sur l'interface du jeu, je vais vous montrer, je vous ai préparé quelques petites images qu'on peut trouver très facilement, soit dans les town halls si vous y participez, donc sur YouTube, tous les lundis généralement il y a un AMA avec l'équipe, et ils montrent toujours ce qu'ils appellent des eye candy. Et vous pouvez aussi retrouver toutes ces images que je vais vous montrer sur le Discord, section justement eye candy.
Une des premières images, c'est celle-ci. Donc ce serait un background, je crois, pour bronze, peut-être bronze 2, bronze 1, je sais plus. Mais en gros, voilà, à chaque fois que vous montez en ligue, vous avez un background qui est différent. Donc je suppose que ce sera peut-être dans cette section, où est-ce que ça pourrait être? Peut-être ici dans ligue, et peut-être si vous cliquez, vous aurez un background beaucoup plus sympa, parce que là, c'est assez basique. Donc ça pourrait être une possibilité. Mais en tout cas, ils ont préparé comme ça un background pour chaque ligue et même chaque sous-ligue. C'est-à-dire bronze 3, 2, 1, silver 3, 2, 1, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est qu'ils ils ont préparé des badges. Des badges ou des icônes, on appelle ça comme on veut. Et ces trucs-là, donc à gauche, c'est Modern et à droite, c'est Wild, hein, sur ces colonnes-là. Je pense que ça va remplacer ces badges ici. Là, ici, je suis en Silver 1, ici, Gold 3. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus raffiné. Encore une fois, si on veut qu'il y ait des nouveaux joueurs qui viennent, il faut aussi que le jeu soit plus joli, plus esthétique et qu'il soit plus dynamique. En parlant de dynamique, quand on passera par exemple de Silver 3 à Silver 2, on aura une petite animation qui ressemblera à ça. Je crois que c'est Silver 2, j'en suis quasiment sûr. Donc encore une fois, c'est stylé, c'est esthétique, c'est dynamique, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va arriver assez rapidement. Ensuite, il va y avoir des nouveaux focus, donc ça c'est plutôt la semaine prochaine, donc je pense que ça va être implémenté soit dans la maintenance de mardi prochain, soit dans celle de jeudi prochain. Il y a 2 maintenances en général par semaine. Pas systématiquement, mais en tout cas ce sont les créneaux horaires durant lesquels il est possible qu'il y ait une maintenance. Et donc il y aura des nouvelles icônes qui sont plutôt esthétiques, moi je trouve, elles sont pas mal. Et aussi pour finir, quand vous aurez un focus Earth par exemple, vous aurez un background comme ça, où il y aura le Battle Mage, donc le personnage au milieu qui est censé nous représenter nous. Alors il y a plusieurs Battle Mages différents, donc c'est un peu plus complexe que ça. Et derrière, il y a le Summoner légendaire de Earth. Encore une fois, ils ont tous été révélés dans leur artwork. Par contre, au niveau des statistiques, on ne connaît pas leurs statistiques, à part évidemment pour Grandmaster Race, qui vient d'être sorti très récemment. Je crois que c'était cette semaine ou la semaine précédente, peu importe. Donc voilà, sur les améliorations UX UI qui sont malheureusement absentes. Encore une fois, c'est une surprise pour moi. Je pensais que le délai était aussi lié à ça, qu'ils voulaient tout faire bien et tout lancer bien d'un coup. Visiblement, c'est pas le cas. À voir, affaire à suivre. J'ai hâte que ce soit implémenté quand même, mais on verra. Donc voilà, ça c'était pour les premières impressions sur Modern et Wild. Maintenant, on va se poser la question sur les conséquences économiques. Parce que s'il y a une pool de DEC pour Wild et une pool de DEC pour Modern, ça veut dire que la quantité de DEC qui est distribuée aux joueurs, et aux bots évidemment, elle est multipliée par 2. Et donc, potentiellement, il risque d'y avoir plus de pression vendeuse. Et pour ce faire, je vais faire une analogie avec les vouchers. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails sur les vouchers. Je le ferai plutôt dans ma prochaine vidéo qui arrivera d'ici une dizaine de jours sur le SPS, parce que c'est lié. Mais le vouchers actuellement se trade aux alentours de 36 centimes l'unité. Et si on regarde le cours du voucher depuis 3 mois à peu près, on voit qu'en avril, c'était grosso modo aux alentours de 1 dollar. Ensuite, il y a eu la prévente des nodes. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail des nodes, j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que c'est plutôt lié au SPS justement et aux vouchers. Mais il fallait des vouchers pour acheter des nodes en pre-sale, c'était indispensable. Il en fallait 500 pour acheter un node. Donc il y a eu les vouchers qui ont augmenté. Ensuite, ils ont diminué et ils se sont stabilisés à nouveau aux alentours des 1 dollar, plus ou moins, hein, 80 centimes, 90 centimes, 1,10 $, on se comprend. Et ensuite, à partir d'ici, ils ont commencé à distribuer des vouchers à ceux qui avaient acheté des nodes. À la base, c'était pas prévu. À la base, c'était plutôt prévu en fin d'année. Mais ils ont changé d'avis finalement, ils ont pris cette décision-là. Donc au lieu de distribuer 20 000 vouchers par jour comme auparavant uniquement aux personnes qui stake du SPS, désormais, depuis à peu près un mois, ils distribuent toujours 20 000 vouchers par jour aux stakers de SPS, plus 20 000 vouchers par jour à ceux qui détiennent des nodes. Donc forcément, et ça se comprend, hein, forcément le prix a diminué. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté un node à 2000 dollars et ils essaient d'amortir un peu leur investissement, donc évidemment ils vendent leurs vouchers, et donc on a eu un voucher qui a été divisé par 2, voire même par 3. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je fais un petit peu cette analogie avec le DEC qui est maintenant distribué 2 fois plus. Potentiellement ça fait plus de pression vendeuse, donc on peut s'attendre à court terme à un DEC qui pourrait corriger. Donc là actuellement il est à peu près à 0,0006. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit non pas à 6 mais à 5, peut-être même à 4, on ne sait pas, on verra. Après, il y a différentes utilités, à la fois pour le voucher et pour le DEC, qui peuvent atténuer cette pression vendeuse, mais dans tous les cas, a priori, très probablement à court terme, ça devrait diminuer.
Là, actuellement, on voit une augmentation sur 24 heures du prix. Je ne sais pas pourquoi, mais Ethereum aujourd'hui a pris plus 13% en 24 heures. Donc voilà, forcément, c'est toujours lié au marché crypto général. Si Bitcoin prend 5-6%, Ethereum 13%, on peut être à peu près sûr qu'à peu près tout va monter ici. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs qui sont très très stables à juste moins 1% ou plus 1%. Mais voilà, on a les lands qui ont corrigé bizarrement. Bref. Donc voilà. Ensuite, un truc dont on peut, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va advenir à tout ce DEC qui va finalement ne plus avoir d'utilité? Parce qu'actuellement, comme vous le savez encore, le airdrop de SPS se termine dans 10 jours. Et quand on détient du DEC, eh bien on reçoit du SPS tous les jours. Mais dans 10 jours, ça ne sera plus le cas. Donc tout d'un coup, on va se retrouver avec du DEC qui ne servira entre guillemets à rien, qui en tout cas ne nous rapportera rien. Et donc, soit les gens vont sans doute le vendre peut-être pour acheter du SPS justement, soit ils peuvent aussi le dépenser pour acheter des potions, ce qui est une des choses que moi je vais faire personnellement parce que j'ai besoin de potions pour ouvrir mes packs. Soit ils vont peut-être acheter des packs. Et je vais vous montrer justement ce site, peakmonsters.com. Et vous avez ici dans l'onglet Explore, vous avez Top Holders. Et donc vous pouvez voir un petit peu les top holders. Ici il y a le DEC. Et on peut voir précisément chaque compte, combien de DEC il possède. Ça, c'est l'avantage sur la blockchain, c'est que tout est parfaitement transparent, parfaitement visible. Alors évidemment, là, on a l'équipe de Splinterlands. Ici, on a des bridges sur la blockchain Binance, Ethereum, etc. Mais si on descend un peu, on peut voir qu'il y a des pseudos qui ressemblent plutôt à des pseudos de joueurs. Ici, par exemple, peut-être celui-là, celui-là, etc., etc. Et on voit qu'ils ont, par exemple, 17 millions de DEC. Ce qui fait, grosso modo, en termes de pouvoir d'achat dans le store in-game de Splinterlands, à peu près 17 000 $. Ça, c'est un joueur. Évidemment, si on continue de scroller, on voit qu'il y a pas mal de joueurs aux alentours de 10 millions de SPS, donc 10 000 $. 10 000 $, ça fait à peu près 2500 packs par personne. Hein. Pour chaque personne, potentiellement, je pense pas qu'ils dépenseront tout en pack, mais c'est une possibilité. Et ensuite, si on scrolle encore, imaginons, je vais scroller jusqu'en bas, on voit qu'il y en a encore dans le top 200, il y a des mecs qui ont grosso modo 2 millions de DEC, donc potentiellement 2000 $. Et là, on voit uniquement les top 200. Et on voit que ça se resserre de plus en plus. Là, on voit qu'il y a 1,9 million, là 1,8 million, donc tous ces gens-là, ils ont à peu près le même pouvoir d'achat. Et on pourrait descendre et descendre et descendre et descendre et descendre. Je ne sais pas si je peux avoir accès à ces informations-là sur ce site. Il y a peut-être un filtre, peu importe. Mais le fait est que il y a beaucoup de joueurs qui ont du DEC. Alors peut-être pas 1 million ou 2 millions, mais peut-être 100 000, peut-être 50 000, etc. Moi j'en ai combien? J'en ai 63 000. Il y a pas mal de joueurs qui ont du DEC et qui s'attendent peut-être à la fin du airdrop pour pouvoir acheter des packs. Et donc, on pourrait s'attendre aussi à ce que tout d'un coup on ait une accélération de la vente des packs. Parce que là, jusque-là, les packs se sont vendus relativement lentement, à part quand on s'approche vraiment de la fin du million en cours. Par exemple, quand on était à 8 900 000, en 24 heures, on est arrivé à 9 millions. Ça a été super rapide. Là, je pense qu'à partir de la fin du airdrop, on va pouvoir voir une accélération, en tout cas à court terme, de la vente des packs. Donc potentiellement aussi, on pourrait s'attendre à ce que la valeur des packs qui est ici, potentiellement sur le marché secondaire diminue, puisqu'il y en aurait plus en circulation. Potentiellement, il est possible que, surtout qu'il y a un potentiel d'arbitrage, c'est-à-dire acheter des packs en DEC dans le store et les revendre, et juste récupérer les airdrop points entre temps. Donc ça peut être une possibilité. Il y a des gens qui par le passé ont vendu des packs à perte justement pour accumuler un maximum de points de airdrop. C'est pour ça que je dis ça. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, forcément, ça va avoir un impact sur les cartes. Si on regarde les cartes, il y en a une certaine quantité qui est en circulation. Je vais regarder les cartes en vente, les cartes KO Légion par exemple. On voit, je vais prendre, imaginons les cartes légendaires, on voit qu'il y en a grosso modo 17 000 ici en circulation, 12 000, etc. Et là, c'est uniquement celles qui sont en vente, 200. S'il y a beaucoup plus de packs qui sont vendus, il va y avoir très certainement beaucoup plus de packs qui vont être ouverts, et donc beaucoup plus de cartes en circulation, potentiellement plus de cartes en vente, et donc les prix des cartes qui pourraient diminuer aussi. C'est un truc auquel on peut s'attendre. On pourrait s'attendre à ça. Donc voilà par rapport à ça. Autre point aussi intéressant, c'est qu'il va y avoir Rift Watchers qui va arriver assez rapidement. Hein. Ils annoncent toujours pour le mois prochain, pour le mois d'août. En tout cas, la pré-sale aurait lieu au mois d'août. Ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément de packs qui vont être vendus, même en pré-sale. Hein. Et potentiellement énormément de cartes qui vont arriver sur le marché. Et forcément, si vous avez le choix entre une carte KO Légion qui est vraiment pas chère
et une carte Riftwatchers, qui a à peu près la même utilité, eh bien la valeur des cartes Riftwatchers risque de baisser, et la valeur des cartes Chaos Légion pourrait aussi baisser, puisque maintenant il y a des alternatives en face. Donc forcément, plus il y a de cartes de manière générale qui arrivent sur le marché, plus la valeur des cartes risque de diminuer. Donc chacun fait ce qu'il veut maintenant, je ne vais pas donner de conseils en investissement évidemment. Moi personnellement, je vends rien, je n'achète rien non plus par contre. Je m'attends encore une fois à ce que la plupart des actifs dans le jeu diminuent dans les prochaines semaines. Ce qui est ok, je suis à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, je comprends pourquoi. Et je comprends aussi pourquoi, très probablement, ça va remonter par la suite. Quand on arrivera au sell-out de Riftwatchers, encore une fois, je parlerai de Riftwatchers plus en détail dans ma vidéo sur la fin du airdrop du SPS. Mais je pense que dès que ce sera sold out, la valeur des packs va augmenter, la valeur des cartes aussi, ça aura une implication sur Chaos Légion, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur Modern et Wild et sur les conséquences sur le plan économique dans les semaines à venir, en tout cas au moins jusqu'à Riftwatchers, voire pendant Riftwatchers. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dès la semaine prochaine, hein, dès qu'il y aura les updates sur les rewards, je ferai une vidéo aussi pour voir justement combien de mérites on peut s'attendre dans un chest ou combien de potions, parce qu'il va y avoir un multiplicateur sur les potions. Tout ça, je suis assez curieux, j'ai pas envie d'attendre 15 jours la fin de la saison pour pouvoir vous montrer ça, même si ça sera plus représentatif sur le plan statistique, on va dire. Mais je vous ferai cette vidéo-là, et aussi je ferai donc évidemment une vidéo à la fin de la saison, et je ferai une vidéo sur la fin du airdrop de SPS, et ce que ça va pouvoir impliquer sur l'économie de Splinterlands de manière générale, et évidemment sur le SPS, parce que c'est quand même le token du jeu, le token principal du jeu, ça va être le token de gouvernance, avec un mécanisme de burn, c'est vraiment le token sur lequel je suis le plus bullish et sur lequel tout le monde est le plus bullish en fait. C'est vraiment le plus intéressant. Encore une fois, on est dans un bear market, il faut aussi faire attention. Voilà, on est sur un marché baissier, il y a la Fed qui va annoncer certaines choses à la fin du mois, qui peut avoir des implications assez majeures sur les marchés de manière générale. Donc, pas non plus trop s'enflammer, mais a priori, on devrait avoir des belles surprises d'ici les prochains mois. Je vous remercie d'avoir pris le temps de voir cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!